Bonjour, j'ai décidé de vous faire une vidéo finalement pour expliquer mon rapport final de stage. Je crois que ça va être plus concis et précis si je le fais de manière orale que si je le fais de manière écrite. Donc ça va être une vidéo pour aujourd'hui. Euh, Premièrement, l'introduction. Puis je me suis basé là, sur le Canva là, pour faire mes sections. Donc chaque section, c'est une des 6 sections du Canva en fait. J'ai numéroté aussi dans l'ordre après ça pour savoir à quelle section on est rendu quand je vais parler. Donc, premièrement, ben, ce travail-là, ça va être une réflexion sur les 4 mois d'insertion professionnelle. Donc, premièrement, ça fait 4 mois qu'on est dans un milieu scolaire, presque 4 mois du moins. Donc, ce travail-là, ça va être une grosse réflexion sur tout ce qui s'est passé durant ces 4 mois-là. Durant ce qui s'est passé, par exemple, comme des événements qui se sont passés, des éléments professionnels qui sont arrivés aussi dans mon cheminement, en fait, et aussi sur le développement des compétences. Donc, les compétences liées à l'enseignement. Il va y avoir quand même une bonne section là-dessus sur le développement de ces compétences-là. Puis il y a aussi une section qui va être sur l'éclaircissement de la question synthèse. Donc à la fin, une petite partie sur ma question synthèse qui va suivre à la session d'hiver. Je vais éclaircir un peu mon point de vue par rapport à cette question-là, puis mon angle d'approche pour cette question-là. Puis finalement, juste important de se rappeler que mon stage s'est déroulé à l'école secondaire des Pionniers à Sainte-Augustine-des-Maures. Euh, En troisième secondaire, donc j'avais 3 groupes de troisième secondaire, puis j'avais aussi une petite partie de tâche de tutorat qui revenait à mon enseignant associé en fait, qui me léguait, donc on a fait ça de concert ensemble, donc un peu plus d'approche individuelle pour des élèves dans le cas du tutorat. Donc première section, c'est l'évaluation dans une perspective d'amélioration continue de la planification et de la mise en œuvre des situations d'enseignement et d'apprentissage, et ça réalisé depuis le mois d'octobre, donc en gros, je vais évaluer les SEA que j'ai fait, je vais évaluer mon angle d'approche, ma compétence à exprimer des SEA, à créer des SEA, à les piloter. Ça va être un peu sur le sujet des prochaines diapositives. Donc, premièrement, ben, l'évaluation de mes propres SEA. J'en ai fait plusieurs, évidemment, pendant 4 mois. J'ai choisi d'en sélectionner 2 particulières parce que justement, ils se démarquaient des autres. Il y avait un angle un peu différent. Puis je pense que c'est plus pertinent de parler de celle-ci. Donc, j'en ai choisi 2 en particulier, pardonnez-moi. C'est 2 SEA qui constituaient en un projet collaboratif, en fait. Donc, c'est un travail d'équipe. Ça a placé les élèves en travail d'équipe pendant plusieurs périodes. Je vais l'expliquer un peu plus tard dans ma présentation. Donc, je les ai choisis parce qu'ils étaient plus particuliers, justement. Ma première SEA, puis là, je vais mettre toutes ces SEA-là en annexe, en fait. Donc, vous allez tout avoir les consignes, en fait, puis les détails liés à ces SEA-là en annexe. Donc, je n'en parlerai pas beaucoup dans la présentation. Je vais juste vraiment les survoler puis parler plus du contexte, de réalisation de ces SEA-là. Donc, la première, c'est fait en début de stage, donc dans la deuxième semaine, je crois, si je me trompe pas. 2 ou 3e semaine, là, ça s'est chevauché. C'est un projet en équipe qui a duré 4 cours. Donc, je plaçais les élèves en équipe pendant 4 cours. C'est la première fois que je faisais un projet d'équipe avec eux. C'est la première fois que je faisais ce projet-là aussi avec des élèves en général. C'est un projet qui visait de l'acquisition de matières nouvelles. Donc, c'était pas de la matière qu'on avait déjà vue en classe avec eux. C'est vraiment eux qui devaient découvrir de la nouvelle matière, se l'approprier, travailler avec celle-ci, puis créer ensuite un projet avec cette nouvelle matière-là. Puis c'est un projet de création, dans le sens où c'était pas une production écrite. Oui, c'est une production écrite, mais où ils devaient créer quelque chose de toute pièce. Ils devaient créer, en fait, là, vous verrez dans l'annexe, mais c'était un projet sur les nations autochtones. On avait vu un peu quelques nations autochtones, mais pas plus en détail que ça. Puis ils devaient vraiment se créer une nation à partir de zéro, en s'inspirant de faits historiques. Donc, il y avait à aller chercher de la vraie matière, entre guillemets, historique, se l'approprier, puis créer ensuite se créer une nation, donc créer un projet de toute pièce. Donc, ça stimulait la création quand même, ce projet-là. Pourquoi cet SEA-là a soutenu le plaisir chez mes élèves? Ben, pour 2 raisons, 3 raisons en fait, assez précises, là, je crois. Premièrement, mais c'est un projet collaboratif, donc je pense que les élèves aiment travailler en équipe de manière générale, mais si on l'aborde plus de manière théorique, ben, il y avait l'aspect socio-constructiviste dedans que je trouvais quand même vraiment, vraiment bien. Les élèves étaient en équipe pour acquérir de la matière nouvelle, donc devaient collaborer ensemble, devaient faire des recherches de manière commune, devaient valider si leurs acquisitions étaient valables ou pas avec leurs collègues. Donc, c'était cette approche-là de socio-constructivisme, de voir que les élèves s'entraidaient pour atteindre leur but. Personnellement, en tant qu'enseignant, je trouvais ça super bien, puis je trouvais que la théorie s'appliquait bien. Puis pour eux, je pense qu'ils ont aimé ça aussi. Puis des commentaires que j'ai reçus, ça a soutenu leur plaisir aussi parce que justement, ils étaient entre eux, entre personnes égales.
ils s'échangeaient de la matière, ils pouvaient voir que par eux-mêmes, ils étaient capables d'apprendre quelque chose, puis ils étaient capables d'interchanger pour s'approprier cette matière-là. Donc ça a soutenu le plaisir. Aussi, ben, il y avait l'approche plus ludique aussi, je crois, qui a peut-être quand même soutenu le plaisir chez les élèves. Bon, l'histoire, ça peut être assez beige, pardonnez-moi l'expression, souvent. Donc là, de les placer en projet de création où ils devaient créer quelque chose de toute pièce. Certains qui ont un côté plus artistique, peut-être, qui pouvaient se laisser aller, d'autres qui ont juste un côté plus créatif, pouvaient ressortir dans une matière historique. Ça a soutenu leur plaisir quand même. Il y avait une grande latitude quand même là, pour les modalités du projet. Ils pouvaient inventer pas mal ce qu'ils voulaient tant que c'était historiquement juste. Donc cette approche-là plus ludique, plus sous forme de jeu, de création, ça a soutenu leur plaisir. J'ai eu des bons commentaires aussi de la part de ces élèves-là. Puis finalement, ben, le sentiment de compétence et d'autonomie. Parce que justement, ils étaient seuls pour apprendre la nouvelle matière. Je n'étais pas en avant en train d'expliquer comme ils sont habitués. Donc, développer ce sentiment de compétence-là, qui était compétent à acquérir de la nouvelle matière. Puis le sentiment d'autonomie aussi, où ils étaient seuls et ils pouvaient justement ils pouvaient eux-mêmes avoir une influence sur leur cheminement académique. Je pense qu'ils ont senti qu'ils étaient capables de faire quelque chose, ils étaient capables de réaliser quelque chose de grand qu'ils ne pensaient pas être capables à la base. Donc ce sentiment de compétence et d'autonomie, ça a aussi soutenu leur plaisir durant ce projet-là. La deuxième SEA que j'ai réalisée, c'était en fin de stage celle-là. Donc c'est arrivé dans les derniers cours, je viens tout juste de la terminer cette semaine en fait. Euh, Deuxième SEA en fin de stage, un projet en équipe aussi, projet collaboratif, cette fois-ci qui durait 2 cours, donc un peu plus court en matière de temps. C'était aussi un projet d'acquisition de matières nouvelles, donc ils voyaient cette fois-ci de la matière concernant le régime français, sous une nouvelle approche, donc des éléments qu'ils n'avaient pas vus encore avec moi. Mais il y avait aussi une grosse section du travail qui était un projet de révision. Donc tout ce qu'ils avaient vu depuis le début du chapitre 2 devait le réinvestir, ils devaient me le réexprimer. Donc il y avait comme 2 aspects à cet essai-là. Un aspect révision qui est en vue de l'examen final qui s'en vient cette semaine en fait, et un aspect acquisition de matières nouvelles, donc ça combinait un peu deux secteurs comme ça. Et c'est aussi un projet qui favorisait la création. Vous aurez la chance de le voir dans l'annexe aussi. Là, les élèves devaient écrire très très sommairement un journal intime d'une fille du roi ou d'un colon, où ils devaient faire un article de journal qui était paru à l'époque du régime français, donc dans les années 1600. Donc, ils devaient créer ce document-là en s'inspirant de matières historiques, évidemment. Donc, encore une fois, même un peu même angle que le premier projet, cette fois-ci un peu plus court et avec un angle de révision qui s'ajoutait. Pourquoi cet essai-là soutenait le plaisir? Ben encore une fois, projet collaboratif, socio-constructivisme. Donc ça faisait partie encore du cœur de ce projet-là. Ils devaient réaliser des acquis par eux-mêmes en équipe. Ça leur a plu quand même, je crois. Lien concret avec l'apprentissage, ils ont pu se rendre compte avec la révision surtout que le travail servait à quelque chose de concret. C'était pas juste un travail qui était jeté en l'air comme ça. Ils voyaient qu'ils pouvaient réviser. Ils voyaient qu'il y avait déjà des acquis qu'ils pouvaient réinvestir. Ça leur a donné confiance quand même de pouvoir faire ce travail-là parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient fait des acquis et qu'ils suivaient plus de choses qu'ils pensaient au préalable. Donc, il y avait un lien concret avec l'apprentissage. Ils se rendaient compte que leur apprentissage était réinvesti, qu'ils étaient capables eux-mêmes de le réinvestir. Approche plus ludique, encore une fois aussi. Donc, création de journal, c'est plus stimulant, je crois, que juste d'écrire sur une page blanche sans trop de contexte autour. Il y avait un petit contexte historique, puis ils ont bien aimé ça, j'ai eu des bons commentaires. Puis aussi, ben, sentiment de compétence cette fois-là au niveau de la révision, un peu comme je viens de dire avec le lien avec l'apprentissage, ils se sont rendus compte qu'ils étaient compétents eux-mêmes pour réviser leur matière qu'ils avaient depuis le début de l'année, depuis le début du chapitre en fait. Et autonomie, ben, encore une fois, ils étaient seuls en équipe, mais j'étais pas là pour les accompagner à chaque étape du projet. T'es capable de voir qu'ils étaient capables de faire des acquis par eux-mêmes, puis ça leur a plu vraiment beaucoup aussi. Puis, ben, les SEA communes, je voulais juste dire que dans tous mes cours, toutes mes autres SEA où j'étais plus magistral par moment quand même, je visais quand même à stimuler le plaisir des élèves par la participation de ceux-ci. Donc, j'allais vraiment chercher dans la classe des questions. J'allais chercher leur attention avec des questions qui arrivaient comme ça un peu partout dans le cours, qui puissent me répondre. La sollicitation, j'allais les chercher directement pour qu'ils me répondent. J'avais des activités interactives au courant des cours aussi, comme des caouts, mais aussi des objectifs qui arrivaient à tout moment dans le cours. Vous le verrez aussi dans l'annexe. Mes objectifs qui les faisaient participer dans le cours, donc ils aimaient ça aussi beaucoup. Ça soutenait leur plaisir pendant les cours plus magistraux. Puis des notes trouvées aussi, donc il y avait des documents de notes à remplir lorsqu'ils suivaient les cours. Ça soutenait aussi leur plaisir à ce moment-là. J'ai eu des bons commentaires aussi. Ça les gardait plus réveillés, puis c'était plus interactif comme cours aussi. Évolution de ma planification. Il y a eu une grosse évolution durant tout le stage, puis j'en ai parlé dans l'autre projet de stage, donc j'en parle peut-être pas beaucoup aujourd'hui. Mais c'est vraiment passé de macro-planification à micro-planification. Au début du cours, je planifiais vraiment pour un cours au complet. Je me suis rendu compte pendant que je donnais les cours qu'il me manquait des bouts, que
j'avais laissé pas, j'avais échappé en fait des bouts de cours, j'avais oublié de planifier certaines petites séquences, puis j'arrivais à la fin du cours avec soit trop de temps de libre ou pas assez de temps de libre. Puis ça me causait un stress aussi, parce que je savais pas nécessairement toujours où j'allais m'en aller avec mes explications. Donc c'était plus macro, puis ça a fini dans une planification plus micro-planification, dans le sens où je planifiais vraiment séquence par séquence, 5 minutes par 5 minutes environ du cours, avec tous les détails que j'allais donner. Donc, ça m'a permis d'être plus en confiance devant la classe, ça m'a permis d'être plus clair avec les élèves aussi, puis ça m'a permis d'améliorer l'aspect général de mes cours, en fait. Je me suis rendu compte aussi dans ma planification, en étant plus macro que micro, qu'il y avait des lacunes. Dans le premier projet, dans le premier SEA que j'ai donné, j'avais échappé des bouts dans la planification, il y avait des plans pour les élèves à certains endroits, j'avais pas prévu certains imprévus justement. Ça a causé quelques petits problèmes de clarté dans l'explication aussi. Donc, dans le rendement final du travail, c'est sûr que ça a eu un impact un peu négatif. Quoique ça a été bien dans l'ensemble, mais je me suis rendu compte qu'il y avait certaines lacunes. Puis je me suis rendu compte dans le deuxième projet qu'en changeant ma planification, les résultats étaient là. Le deuxième projet est beaucoup plus clair, le rendement des élèves est beaucoup plus clair. Ils ont eu des explications beaucoup plus claires aussi. Ils étaient plus balisés, ils savaient plus où ils s'en allaient avec ça. Donc je crois que ma planification a évolué de macro-planification à micro-planification. Ça a eu un impact significatif là, dans le résultat des élèves. J'ai pu le voir au travers de mes deux SCA que je viens de vous expliquer à l'instant. L'influence de mon enseignant associé, ben, un point de convergence qu'il y aurait dans son influence, c'est la manière de planifier ses cours. Donc la grille de planification que j'ai fait, que vous allez voir dans mon annexe aussi, c'est une idée à lui, c'est ce qu'il fait lui-même dans la planification de ses cours. Donc j'ai un peu calqué ça, je l'ai mis à ma manière un petit peu, mais ça reste que ça c'est un point de convergence. Il va vraiment planifier dans la micro-planification, il va vraiment être très assidu dans sa planification, ce qui donne des cours qui sont vraiment clairs. Ça c'est un point de convergence, je me suis vraiment inspiré de ça. Euh, Plus divergence, c'est peut-être dans le réinvestissement de la matière, je m'explique sommairement. Mon enseignant associé est plus enclin, par exemple, à donner un devoir et le corriger au cours d'après dans l'intégralité. Donc, corriger point par point, numéro par numéro dans le cahier. Personnellement, c'est pas une technique qui me parle beaucoup. Je trouve que ça peut devenir un peu beige. Quoique ça a une valeur pédagogique, j'en suis convaincu, mais un peu beige dans la stimulation du plaisir, par exemple. Autant pour les élèves que pour moi, de corriger directement dans le cahier. On a eu des discussions là-dessus. Puis on était très ouverts les deux. Puis peut-être une des pistes de solution qu'on aurait, ce serait que je pourrais faire des mini-tests à l'avenir qui corrigeraient les questions du devoir, mais dans une autre plateforme qui serait un peu plus interactif pour les élèves. Donc, je dis Kahoot, mais c'est pas nécessairement un Kahoot, mais sous forme de jeux comme ça, où on pourrait corriger les devoirs, réinvestir la matière, ça aurait le même résultat à la fin, et ce serait pas un devoir affiché au tableau, une page du manuel qu'on va corriger puis qu'on fait à chaque cours qui devient un peu répétitif, ça serait un peu plus stimulant pour les élèves. Donc c'est un point de divergence qu'on a entre moi et lui, mais que les deux, on est prêts à travailler là-dessus pour essayer de s'améliorer justement dans cette direction-là. Numéro 2 maintenant. Recension des stratégies de prévention, d'intervention les plus efficaces et considération de l'hétérogénéité des élèves. Donc, quelles étaient mes stratégies d'intervention et de prévention? Mon climat de classe aussi, c'est un peu ça que ça va aborder dans cette section-là. Donc, premier point, du point numéro 2. Le climat de classe. Mon climat de classe, selon mes analyses vidéo, selon ce que vous avez pu voir aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que mon climat de classe était très calme. Donc, je suis chanceux avec ça. Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est grâce à ma gestion de classe ou est-ce que c'est que j'avais des groupes plus faciles un peu de ce niveau-là? Honnêtement, je pense que c'est un peu des deux, mais je crois que je suis vraiment chanceux. J'avais des très 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 bonnes classes dans le terme de climat de classe, de gestion de classe, des classes très attentives et calmes. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est que je trouvais que mon climat de classe, pardonnez-moi, était un peu trop calme au début de mon stage du moins. Dans mes deux analyses vidéo, je trouvais que c'était un peu amorphe. Oui, les élèves étaient silencieux, mais je sais pas à quel point c'est parce qu'ils étaient attentifs ou c'est parce qu'ils étaient un peu ennuyés. Donc ça m'a un peu bousculé dans mon cheminement. J'ai essayé de trouver des pistes de solution pour ça. Donc le climat de classe était très calme au début, trop en parenthèse comme j'ai mis dans la diapositive. Et à la fin, le climat de classe était plus calme, mais il était plus participatif. J'ai essayé justement, en allant leur poser des questions, en suscitant l'intérêt, en habitant ma classe de meilleure manière, en me promenant dans la classe, en faisant des petites activités comme des objectifs interactifs qui apparaissaient durant les cours. Vous verrez un exemple dans l'annexe aussi de ça, qui allait solliciter leur participation, qui allait solliciter leur intérêt. Puis je crois que ça les a un peu réveillés. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans la classe. Le climat de classe à la fin était aussi calme. J'étais en mesure de donner mes explications, il n'y avait pas de gestion de classe à faire, sauf qu'il y avait plus de main levée, il y avait plus d'interaction, plus de discussions avec les élèves, donc j'avais un climat de classe calme, mais qui était un peu plus à mon goût, un peu plus participatif et interactif.
Les caractéristiques de mes groupes, je vais passer plus rapidement là-dessus quand même, là, parce que ça se ressemble beaucoup. Les trois groupes, j'avais trois groupes de secondaire 3, ils étaient très très semblables. Les moyennes académiques étaient très similaires. On est à la fin de l'étape 1, là, autour de 69 à 70 environ, ce qui est quand même bon par rapport au groupe de secondaire 3 de l'école et des années antérieures. Donc j'avais vraiment des bons groupes côté académique. Mon 302 qui était mon groupe tuteur, entre autres, où j'ai eu plus d'interventions individuelles à faire avec des élèves. Super bien été, il y avait une bonne participation dans la classe, pas d'échec à l'étape numéro 1, donc ça j'étais vraiment surpris. Mon groupe 303 est un groupe un peu moins nombreux en fait. Participation un petit peu plus difficile, donc les élèves un peu plus amorphes, moins intéressés peut-être par le sujet, mais qui étaient quand même intéressés, mais moins que mes autres groupes. Quelques échecs dans ce groupe-là, mais aussi beaucoup de réussites, puis c'était assez homogène quand même. Donc pas quelques échecs, les moyennes qui étaient similaires. Un groupe un peu plus faible, mais avec des moyennes qui passent quand même. Et le groupe 304, mon dernier groupe, qui était mon groupe le plus nombreux. Meilleure moyenne que tous les autres groupes. Donc la moyenne était très forte dans ce groupe-là. Une très très bonne participation. Par contre, c'est le groupe le plus hétérogène que j'avais. C'est le groupe où il y avait le plus d'échecs. Donc c'est là où j'avais des 99% puis des 36% à la fin de l'étape. Donc c'est un groupe plus hétérogène quand même. Par contre, très participatif, même pour les élèves qui étaient en situation d'échec, participaient lors des cours, posaient des questions, et étaient quand même investis dans leur réussite. Mais c'est là qu'il y avait le plus d'échecs, donc c'est ce que je dirais à mon enseignant associé, là, c'est de surveiller peut-être plus ce groupe-là. Il y a peut-être, même si les moyennes sont plus élevées, c'est là qu'il y a le plus d'échecs quand même, c'est le groupe qui est le plus hétérogène. L'utilité d'une relation positive avec l'élève. Donc, pourquoi établir une relation positive avec l'élève? Ça permet premièrement d'établir le lien de confiance. Donc, d'avoir une bonne relation avec lui, il y a une confiance qui va s'établir, puis c'est primordial, je crois, pour transmettre de la matière. Si l'élève a confiance en vous, si l'élève a confiance en l'enseignant, ben, il va être plus enclin à écouter ses conseils, ses explications, puis ce qu'il va lui fournir comme conseil justement pour son cheminement pédagogique. Donc, c'est primordial d'avoir une bonne confiance avec lui. Ça permet d'avoir une meilleure communication aussi, justement, donc quand on veut transmettre des messages autant académiques que comportemental, par exemple. Dans mon tutorat, les élèves qui étaient plus à problème, j'avais quand même une bonne relation de confiance avec eux, donc mes interventions que j'avais avec eux étaient plus faciles, étaient plus profitables aussi. Ça a porté fruit de meilleure manière, je suis convaincu, que si j'avais pas eu une bonne relation de confiance avec eux. Puis ça permet aussi de cibler les défis et les autres problématiques, donc d'avoir une bonne relation de confiance avec eux, de pouvoir les accueillir à la porte, de leur saluer, de les connaître un peu plus sur le plan personnel. Ben, ça permet de comprendre aussi que certaines journées, ils sont pas disposés à être à l'école parce qu'il y a une situation familiale X ou Y, parce qu'il est arrivé quelque chose dans la cafétéria sur le midi, etc., etc. Donc, d'avoir une relation de confiance comme ça, on a un peu plus d'informations sur leur disposition lors des cours, lors des examens. Ça permet de varier nos interventions avec eux aussi, d'adapter nos interventions avec des élèves qui ont des comportements des fois un peu hors de l'ordinaire, mais quand on comprend la source de ce comportement-là, des fois, ben, on peut être plus indulgent à ce niveau-là. Recommandation des stratégies d'intervention. Premièrement, ben, ce que je dirais aux futurs stagiaires, ce serait la salutation individuelle. Donc, saluer l'élève quand il rentre dans la classe. Ça permet d'établir un bon lien de confiance. Utiliser le bavardage informel, donc des fois discuter avec eux sur des choses qui sont hors de l'école, ça permet justement d'établir un lien de confiance. Utiliser les encouragements et les félicitations. Je trouve souvent que les élèves, les enseignants, du moins dans mon parcours académique, puis pas tous les enseignants, mais certains vont plus aller dans la réprimande que l'encouragement et la félicitation. Ça peut vraiment porter fruit de les encourager, de leur montrer qu'on est investi nous aussi dans leur réussite. Donc, des encourager et les féliciter, pardonnez-moi. Et ce, pourquoi? Ben, tout simplement pour établir le lien de confiance que je parlais préalablement. Section numéro 3, présentation de mes activités d'évaluation, donc tout ce que j'ai fait comme évaluation pour les élèves. Donc mes types d'évaluation que j'ai fait durant mon stage, autant sommative que formative. Les voici au tableau, je vous les explique rapidement. Il y avait dans l'aspect formatif mes objectifs. Donc à chaque cours, je posais des objectifs au début du cours à mes élèves. Voici ce que vous devriez savoir à la fin du cours. Et durant le cours, on répondait à ces objectifs-là de manière interactive. Ils répondaient sur leur ordinateur ou ils venaient au tableau, répondre directement au tableau aux objectifs. Donc c'était plus interactif, permettait de valider leur compréhension du cours. Il y avait des caoutchoucs en fin de cours aussi, donc des petits questionnaires formatifs à savoir s'ils ont bien compris ce qui s'est passé durant le cours. Côté sommatif, il y avait des mini-tests après chaque thème aux 3-4 cours environ, surtout pendant le premier chapitre, qui me permettaient de connaître leur compréhension. C'est des tests de connaissance. J'ai fait des projets aussi, comme les deux SEA que j'ai parlé tantôt, qui étaient sommatifs, qui comptaient pour beaucoup, et aussi des examens classiques d'analyse analyse documentaire, réponses un peu plus longues et tout ça. Donc ça, c'était aussi l'élément central de l'évaluation, mais tout ça me permet d'évaluer leur acquisition, leur connaissance.
Qu'est-ce que je offrais aux élèves en termes de soutien pour les examens? Ben, avant les examens, avant les choses qui étaient évaluées de manière sommative, excusez-moi, je leur offrais des exercices de révision ciblés pour qu'ils puissent se préparer. J'ai aussi des périodes de révision au complet dans la classe où on révisait la matière qui était vue, où on ciblait les problématiques des élèves. Et après les évaluations, les examens, je donnais des commentaires directement dans les examens, puis je faisais aussi une période de rétroaction au complet. Donc, je prenais une période pour revenir sur l'examen, revenir sur chaque question, qu'est-ce qui avait été plus raté, qu'est-ce qui avait été plus réussi, pour les préparer aux futurs examens. La fin de l'étape et l'information confidentielle, comment s'est déroulée ma fin d'étape et ma rencontre de parents, ça s'est super bien déroulé. Mon enseignant associé a été avec moi tout au long de ce processus-là, a été très encadrant, très disponible. Euh, les rencontres de parents sont très bien présentées, c'était des rencontres virtuelles. J'ai eu seulement 3 parents qui se sont présentés d'élèves qui n'avaient pas besoin nécessairement d'avoir une rencontre de parents qui avaient une bonne réussite et un bon comportement. Donc, vraiment rien à signaler de ce côté-là. Ça a super bien été. Et comment garder la discrétion comment rester éthique en fait et être discret par rapport aux élèves, aux problématiques des élèves, aux différences des élèves et des enseignants, ben ce serait juste d'être discret, je crois. J'ai vu ça dans le Canva, il fallait répondre à cette question-là. Juste d'être discret, de ne pas parler des élèves devant les élèves ou devant les autres professeurs. Si on a un élève de qui on veut discuter, ben d'en parler directement à un enseignant à qui ça le concerne, pas parler de ça dans la salle des profs tout haut et tout fort et surtout pas dans les corridors où des élèves pourraient entendre des informations. Donc c'est ça de rester éthique et de rester professionnel dans la conservation des éléments d'information confidentielle, ça reste primordial. Donc de rester discret par rapport à ça. Je crois que c'est la clé pour rester éthique justement. Point numéro 4, la complémentarité de mes compétences professionnelles mobilisées dans une situation professionnelle, exemplaire ou problématique. Donc, quelles compétences ont été améliorées, quelles compétences ont été utilisées durant mon stage, les voici. Premièrement, mon projet de révision sur les filles du roi en équipe, c'est ma deuxième SEA que j'ai parlé tantôt. C'est le projet que j'ai choisi de vous parler pour traiter de mes compétences parce que c'est lui qui en a mis le plus en action. Premièrement, ben, c'est une activité qui m'a permis de créer du matériel puis d'élaborer une activité pédagogique. Donc, j'avais à créer du matériel, créer une SEA, ensuite de la piloter. Le matériel était à créer, puis aussi ben, l'activité pédagogique, toute pensée aux aspects pédagogiques de ce travail-là. Ça a été quand même une tâche importante, mais qui a été très bénéfique pour eux et pour moi aussi. Les compétences qui ont été touchées dans ce programme, dans ce projet-là, je les lis, il y en a beaucoup. Je vais en parler plus un peu après. Donc, agir en tant que professionnel, c'était la compétence numéro 1. Compétence numéro 2, communiquer clairement à l'oral et à l'écrit. Compétence numéro 3, concevoir des SEA. Compétence numéro 4, les piloter ces SEA-là. Numéro 5, évaluer la progression des apprentissages. Numéro 6, planifier et organiser le mode de fonctionnement du groupe classe. Puis la compétence numéro 8, l'intégration des technologies de l'information dans les SEA, l'intégration des TIC. Tout ça a été touché dans ce programme-là. J'ai eu à monter un projet de A à Z. Donc, j'ai eu à concevoir une SEA. J'ai eu à leur expliquer en classe, donc communiquer clairement à l'oral et à l'écrit, leur fournir des gabarits de réalisation, des consignes. J'ai dû écrire toutes ces consignes-là, donc ça a touché à cette compétence-là. J'ai dû agir en tant que professionnel tout au long du projet, comme d'habitude dans la profession enseignante. Évidemment, ça va de soi. J'ai dû piloter cette SEA-là, donc j'ai dû encadrer les groupes dans les classes durant les 2 cours, piloter la SEA. J'ai dû évaluer la progression des apprentissages. Je suis là-dedans présentement, je suis en train d'évaluer la remise des élèves, donc la compétence numéro 5. J'ai dû planifier et organiser le mode de fonctionnement du groupe classe. C'est un travail en équipe, donc de jumeler les équipes, de les déplacer dans la classe, de veiller à ce que tout se déroule bien. Donc, compétence numéro 6. Puis la compétence numéro 8, ben, l'intégration des TIC. C'est un projet qui se faisait à l'ordinateur, donc de créer du matériel informatique, de projeter ça au tableau, etc. Donc, ça touchait aussi à la compétence numéro 8. Comment est-ce qu'ils sont, en quoi est-ce que ça les lie, ces compétences-là? En fait, c'est qu'ils sont toutes interdépendantes. Donc, si par exemple, ma SEA n'est pas bien conçue, ben, je serai pas en mesure de bien la piloter par la suite. Si je communique pas clairement à l'oral et à l'écrit, les élèves comprendront pas les consignes et ne pourront pas me rendre un travail qui est adéquat. Je pourrai donc pas les évaluer, la progression de leur apprentissage dans ce travail-là. Si c'est pas bien monté non plus, si je le pilote pas bien, ben d'intégrer les TIC au travers de tout ça, ça peut devenir problématique. C'est beaucoup d'exemples que je vous donne, mais juste pour vous montrer que toutes ces compétences-là sont interdépendantes. S'il y a des lacunes dans une, mais ça va apporter des lacunes dans l'autre. Donc c'est important qu'ils soient tous bien développés quand même pour pouvoir arriver à un but précis à la fin. Et le fait de pouvoir jumeler toutes ces compétences-là ensemble et de jongler avec celles-ci, ben, ça montre en fait qu'on est capable d'avoir un certain professionnalisme en tant qu'enseignant. D'assurer la cohésion de toutes ces compétences-là, ça montre qu'on est un professionnel, qu'on a acquis
du moins un certain degré de professionnalisme pour être en mesure de les jumeler, puis justement d'arriver à un projet, d'arriver à un résultat précis à la fin d'un projet, par exemple. Ça peut montrer qu'on est capable d'avoir une cohésion envers ces compétences-là. Question numéro 5 qui traite de la, point numéro 5 en fait, qui traite de la dynamique collaborative instaurée avec les membres de l'équipe école, l'équipe de supervision aussi. Au niveau de la collaboration, ben, durant tout le stage, ma collaboration avec l'équipe école a été multiple. J'ai eu des supervisions de mon enseignant associé, mais aussi d'autres enseignants que je suis allé solliciter, entre autres M. Dubé avec qui j'ai fait un stage l'an passé, que vous connaissez. J'ai pu aller faire des observations dans la classe de certains enseignants. Je suis allé les voir, je leur ai demandé si je pouvais aller les voir, donc ça me donnait ça me permettait de visualiser en fait des styles d'enseignement qui étaient différents du mien, différents de mon enseignant associé aussi, donc c'était très enrichissant. J'ai participé à des rencontres de matière en histoire, j'ai participé à des discussions entre enseignants, j'ai participé à des travaux communs aussi, on a monté des travaux ensemble avec certains autres profs d'histoire, donc ça m'a aidé à collaborer de cette manière-là. La limite de la collaboration durant le stage, je crois, si je peux donner un commentaire là-dessus, ce serait peut-être de tenir compte de la charge de travail des autres enseignants. Donc, j'étais très enjoué d'aller voir les enseignants, de leur poser des questions, de leur demander si je pouvais participer à leur projet, etc., etc. Par contre, ben, ceux-ci ont quand même des charges d'enseignement qui sont importantes. Pas nécessairement toujours le temps de s'occuper d'un stagiaire, puis j'ai compris ça, mais pour un autre stagiaire, ça pourrait peut-être être important de le concevoir, là. C'est important d'aller demander des commentaires. Par contre, ben, la limite, c'est qu'ils ont aussi des charges d'enseignement. Donc, ils peuvent pas donner toute l'attention qu'ils le voudraient, je suis sûr et certain. Mais c'est quand même une limite de la collaboration, je crois. Euh, la tolérance, comment être tolérant en fait envers les autres pratiques des autres enseignants, ben, ce serait de rester ouvert aux différentes conceptions et pratiques des autres. Donc c'est sûr qu'il y a des élèves qui raisonnent différemment de nous, c'est sûr qu'il y a des enseignants qui vont raisonner différemment de nous, qui ont une vision de l'enseignement un peu différente. Ce serait de rester ouvert à ces différentes conceptions-là, différentes pratiques, puis de prendre ce qu'il y a de bon aussi, puis qui nous convient dans ces pratiques-là. Il y a moyen, en jumelant toutes ces différentes visions-là, d'avoir quelque chose assez bénéfique, je crois, pour les élèves. Donc, juste rester ouvert aux pratiques des autres enseignants. C'est pas parce qu'un enseignant n'enseigne pas comme nous que c'est pas un bon enseignant, ou que nous, on est dans le tort aussi, évidemment. Et dernier point, finalement, qui vise à parler du développement professionnel, l'enrichissement de mes savoirs théoriques et pratiques, et aussi de la question synthèse, en passant, pour le cours des CETIFER. Donc, pour ce qui est de mon développement professionnel, la manière dont je me suis engagé, donc mon engagement dans mon développement professionnel, je crois que c'est vraiment beaucoup passé par ma demande de rétroaction et ma prise de décision. Je m'explique, c'est que j'ai pris la décision dans mon stage d'aller voir des enseignants, de leur demander, de poser des questions, de leur demander des commentaires, de leur demander des rétroactions. Et je crois que ça a fait en sorte que mon développement professionnel s'est vraiment beaucoup développé justement. Ça a démontré que j'étais engagé dans mon développement. J'ai fait ça pour m'améliorer en tant qu'enseignant, pour devenir de plus en plus professionnel. Donc j'ai vraiment pris les devants pour aller voir les enseignants, discuter avec eux, leur poser des questions et tenter de m'améliorer. Donc mon engagement s'est manifesté de cette manière-là. Pour ce qui est des savoirs pratiques, comment est-ce que j'ai pu améliorer mon domaine pratique durant ce stage-là, c'est que j'ai eu l'occasion durant les 4 mois de mettre à l'épreuve des façons de faire différentes. Donc durant 4 mois, j'ai pu tester du nouveau matériel, tester des manières de présenter de la matière, tester d'autres manières de monter un cours, de présenter un cours aux élèves, tester plein de techniques. Donc, je crois que ça m'a vraiment aidé à développer ma pratique de cette manière-là. J'ai pu comprendre puis savoir ce qui me convenait en tant qu'enseignant, ce qui me convenait moins un peu, faire le tri là-dedans puis monter un cours qui me convenait à moi et ainsi qu'aux élèves. Pour ce qui est de la théorie, j'ai pu approfondir différents éléments théoriques que je maîtrisais moins. Dans le stage, j'étais en secondaire 3, troisième secondaire, on traitait du régime français, qui est une période d'histoire qui, personnellement, sans toute transparence, m'intéresse peut-être un peu moins, me rejoint moins du moins, qui est très intéressante, mais qui me parle moins un peu, que je connaissais moins aussi. Donc, durant les 4 mois, j'ai pu approfondir mes connaissances en termes de cette matière-là, puis honnêtement, j'apprécie beaucoup plus cette matière-là là qu'au début de mon stage. J'ai pu me familiariser avec la matière. J'ai pu apprendre à l'aimer en fait, puis apprendre à aimer l'expliquer. Et aussi théorie par rapport à l'enseignement, ben, des techniques d'enseignement que je connaissais pas ou que j'avais oublié que certains enseignants utilisaient. J'ai pu discuter avec eux, les tester en classe. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à ce niveau-là. L'effet que ça a eu sur les élèves, que je m'engage dans mon développement professionnel, c'est que je crois que je suis plus en confiance là que j'étais au début du stage, puis je suis plus disposé à leur enseigner. En étant plus engagé dans mon développement, je me suis développé. J'ai développé des trucs, des techniques, des tactiques. J'ai développé aussi mes compétences, donc ça fait en sorte que j'étais plus en confiance devant la classe, que mes cours étaient mieux bâtis, que l'information était mieux transmise. Ça me permettait aux élèves de recevoir des cours qui étaient plus adéquats et plus engageants pour eux et plus adaptés pour leur réussite aussi.
Donc, je crois que ça a été bénéfique pour à ce moyen-là, à ce niveau-là, en fait. Et à court et moyen terme, ben, je veux juste poursuivre mon développement. En tant qu'enseignant, il me reste beaucoup de croûte à manger, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression. Mais faut que je poursuive mon développement professionnel, continuer à aller voir des enseignants plus expérimentés, poser des questions, tester encore des nouveaux trucs d'enseignement, des nouvelles techniques, tactiques d'enseignement, pour voir ce qui me convient encore une fois. Puis rester à jour aussi sur les nouvelles études qui sortent, puis les nouveaux concepts en enseignement, les nouvelles manières de faire. Rester à jour là-dessus pour tout le temps offrir le meilleur cours possible aux élèves, en fait. Pour ce qui est du cours synthèse de cet hiver, ma question c'est resté un peu la même que durant l'autre travail de stage. La question va ressembler à quelque chose comme comment favoriser l'attention et l'implication surtout des élèves lors des cours magistraux. J'étais plus dans l'attention des élèves dans mon autre projet de stage. Là, je veux vraiment parler de l'implication des élèves, donc comment les inclure dans le cours, comment les faire participer justement. Pour ça, ben, je vais recueillir des sondages des élèves. J'ai essayé plein de techniques avec eux. Je vous les enverrai par la suite. J'ai pas encore fait les sondages, je les fais cette semaine en fait. Donc je vous enverrai ça là, si vous les voulez dans un document futur. Vous aurez accès à ça. Je vais recueillir les sondages pour savoir qu'est-ce qui leur a plus plu, qu'est-ce qui leur a permis le plus d'apprendre. Donc je vais faire un tri là-dedans, voir si ça leur a convenu, mes techniques, mes tactiques que j'ai essayées pour favoriser leur attention, leur implication. Et j'ai essayé plusieurs techniques, justement, donc par exemple, poser des questions opportunes, donc aller chercher les élèves dans la classe pendant mon cours magistraux pour les faire participer, stimuler leur attention. J'ai essayé des systèmes de notes trouées, différentes sortes de notes trouées, donc des notes de cours que je présentais au tableau, que eux devaient remplir, des notes que eux seuls avaient à remplir après le cours, pendant le cours, etc. Vous verrez tout ça dans l'annexe. J'ai essayé un système d'objectifs aussi durant le cours, comme j'ai un peu parlé tantôt. Donc, durant le cours, voici un objectif qui apparaît au tableau. Voici une question qui a rapport au cours. Maintenant, je te donne du temps pour répondre à cette question-là. Donc, je l'ai fait de manière écrite. Je donnais mettons, 2 minutes aux élèves pour écrire leur objectif. On corrigeait en groupe après. Ensuite, je suis venu avec l'idée d'objectifs interactifs. Donc, plus des associations de mots, des associations de concepts, des phrases à compléter avec des trous aussi en lien avec les objectifs, donc des choses plus interactives pour eux, où ils pouvaient venir au tableau et répondre lorsqu'ils levaient la main et qu'ils s'offraient, ou qu'ils pouvaient tout simplement répondre dans leur cahier. Donc, plusieurs techniques et tactiques que j'ai utilisées. Questions opportunes, notes trouées, objectifs à répondre durant le cours. Je vais avoir des sondages là-dessus. Je vais recueillir des sondages sur les élèves, savoir ce qui leur ont plus convenu, ce qui les a plus intéressés aussi. Puis c'est là-dessus que je vais m'enligner en fait là, pour la question de synthèse. Je crois que ça allait favoriser leur participation parce que ça faisait des cassures dans le cours. Ça leur permettait de participer, se sentaient plus impliqués qu'un cours magistral de 70 minutes où ils sont juste assis à écouter quelqu'un parler. Il y avait des supports visuels, il y avait des techniques plus interactives au travers. Donc je crois que ça allait quand même favoriser leur attention. Et en conclusion, au terme du stage, je me sens plus en confiance dans la classe et avec mes collègues. Je crois que mon développement professionnel s'est fait beaucoup en cette matière-là. Mon développement m'a permis d'être plus en confiance, autant dans la classe quand j'exprime mes idées, quand j'explique des notions ou des concepts, qu'avec mes collègues aussi, je suis moins gêné d'aller les voir pour leur poser des questions. Moins gêné aussi d'exprimer mon point de vue quand quelque chose me convient pas, exemple. J'ai pris une certaine confiance là-dedans, tout en restant critique aussi, évidemment, là. Mais je suis plus en mesure de m'imposer lorsque c'est nécessaire, puis je suis très en mesure de recevoir la critique aussi, de plus en plus en mesure de recevoir cette critique-là et de la transmettre en classe aux élèves, de modifier mes manières de faire. J'ai aussi amélioré ma prise de risque, en fait. Puis ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie des nouvelles techniques. J'étais moins en confiance au début du stage. J'étais plus conservateur dans mes pratiques, là. J'ai moins peur d'essayer des nouvelles choses qui peuvent plaire aux élèves et puis de recadrer le tir si jamais je vois que ça marche pas, mais je me sens en confiance d'essayer des nouvelles choses dans la classe pour bâtir des cours plus stimulants et interactifs pour les élèves et qui ont une valeur pédagogique aussi plus élevée, évidemment. Et aussi ma rigueur que j'ai beaucoup améliorée, notamment durant mes planifications. Donc, je suis beaucoup plus rigoureux dans ma planification qu'au début du stage. Je sais qu'une bonne planification, ça permet de me mettre en confiance puis de rendre un cours plus intéressant et plus clair pour tout le monde, autant pour moi que pour les élèves. Donc, ma rigueur dans ma planification, dans ma conception des SEA aussi est de mieux en mieux. Puis ça va continuer à se développer comme ça avec le temps, j'en suis convaincu. Donc, merci beaucoup.